Madame, ce chèque est inhabituel. Les numéros d'acheminement ne semblent pas conformes, et franchement, le papier est bizarre. Je suis désolé, mais je ne peux pas l'accepter, déclara la guichetière, d'une voix mêlant une politesse feinte à une suspicion à peine voilée. Marguerite Héloïse Bernard, 69 ans, une femme dont la vie avait été marquée par une rigueur tranquille et une dignité à toute épreuve, sentit à nouveau ce poids ancien peser contre sa poitrine. Ce n'était plus de la colère, ce n'était même plus de la surprise. C'était cette lassitude froide, incrustée dans les os, qu'elle avait appris à porter comme une seconde peau. « Ce chèque provient directement du trésor public, mademoiselle, dit-elle, la voix posée, mais adoucie par l'âge. Il s'agit d'un versement rétroactif d'indemnité pour invalidité militaire. J'ai attendu des décennies pour cela. Il est parfaitement valide. » Mais la guichetière regardait déjà son écran, puis le petit broyeur à papier installé à côté de son terminal. Ses gestes étaient trop rapides, trop sûrs. Elle ne consulta aucun supérieur. Elle n'hésita pas. Le bout de papier officiel, estampillé, codé, signé, glissa dans la gueule mécanique de la machine dans un vrombissement électrique, suivi d'une odeur de plastique brûlé et d'encre broyée. En 5 secondes, il n'en restait qu'un fin ruban de confetti. Marguerite resta figée. Le monde autour d'elle, lui, continua. Un rire s'éleva près du guichet des prêts. Un enfant laissa tomber un feutre. Une imprimante bipait doucement. Mais le sien de monde venait de s'arrêter net, fixé sur le mince serpent de papier déchiqueté qui sortait de la machine comme la fumée d'un cercueil. Ce chèque représentait 8 années de combat, 22 recours, 3 rejets, l'intervention d'un sénateur, une requête fondée sur la loi sur l'accès à l'information, qui avait permis de retrouver des dossiers militaires classifiés, expurgés, mais suffisants pour prouver sa présence et sa blessure lors d'une mission que l'État avait à l'époque jurée inexistante. Des années à courir après une signature, des années à reformuler sa souffrance pour qu'elle rentre dans les cases dessinées par d'autres. Elle s'était jurée de ne pas pleurer, pas pour de l'argent, pas même pour l'humiliation. Mais ce qu'on venait de broyer n'était pas du papier, c'était un morceau de vérité. Une confirmation que sa douleur n'avait pas été inventée, qu'elle n'avait pas été effacée, que ce pays savait encore reconnaître ses torts. Et on venait de l'anéantir d'un geste. Sa maison, à l'orée du village de Montfleur, était modeste mais impeccable. Elle repassait ses draps. Elle balayait son perron chaque matin avant que le soleil ne perce les collines. Elle cirait ses bottes, bien que les semelles soient usées. Tous les dimanches, elle pliait le drapeau qui avait recouvert le cercueil de son frère. Le coton s'était adouci, mais ses mains tremblaient encore en touchant les étoiles. Elle avait servi 32 ans dans l'armée française. Logistique d'abord, puis commandement. Au Tchad, elle avait dirigé les convois de ravitaillement à travers des zones de combat. En ex-Yougoslavie, elle avait réorganisé un pont aérien complet en pleine panne de communication, avec pour seuls outils un stylo gras et une carte froissée. Elle n'était pas la plus bruyante. Elle ne cherchait pas les honneurs. Mais quand les autres flanchaient, elle tenait bon. Elle avait gagné le respect à l'ancienne, à force de compétences. Certains l'avaient reconnue, d'autres jamais. Qu'importe, elle les avait tous dépassés. Alors, quand la lettre est arrivée, tamponnée, signée, confirmant le versement, ce n'était pas une question de somme, c'était une victoire morale, une reconnaissance. Elle n'en avait même pas encore parlé à sa petite fille. Elle voulait la surprendre avec un billet d'avion, peut-être même mettre un peu de côté pour son inscription à la fac. Son chauffage ne marchait plus depuis 2 hivers. Le toit fuyait à 3 endroits. Une facture médicale de février restait impayée. Ce chèque aurait tout couvert. Mais elle se retrouvait là, debout dans la grande agence de la Banque de Montfleur, la colonne droite, par réflexe plus que par fierté, les poumons comprimés sous les néons blancs qui teintaient sa peau brune d'une pâleur blafarde. Aucun mot d'excuse. Aucun « laissez-moi vérifier ». Rien qu'un regard rapide sur sa carte d'identité. Une formule murmurée et le bruit mécanique de l'effacement. Personne n'intervint. Pas l'homme âgé derrière elle. Pas le jeune couple au guichet des hypothèques. Pas même l'agent de sécurité, qui leva les yeux, vit l'expression de Marguerite et détourna le regard. Elle lut le badge. Sophie M., des lettres blanches sur un fond noir.
Sa voix était douce, mais chaque mot vibrait d'une gravité sèche. « Vous venez de détruire un chèque du Trésor public français. » Sophie ne cilla pas. Son ton resta neutre, presque las. « C'est la procédure, madame. Si un document semble douteux et que la vérification échoue, nous devons empêcher sa circulation. » Elle récitait une règle, comme extraite d'un manuel, sans contexte, sans conséquence, sans honte. « Vous devrez demander un duplicata », ajouta-t-elle en revenant à son écran. Puis, après une pause, en supposant qu'il était authentique. Cette dernière phrase tomba comme une gifle, déguisée en conditionnel. Marguerite ne bougea pas. Elle ne montra rien. Mais à l'intérieur, quelque chose se glaça. Pas de colère, pas même d'étonnement. Juste cette douleur familière de devoir encore se justifier, encore prouver, dans un pays pour lequel elle avait versé son sang. Avant qu'elle ne réponde, la porte vitrée du bureau du directeur s'ouvrit. François Lambert en sortit, ajustant sa veste bleu marine. Une cinquantaine d'années, tempes grisonnantes, sourire étudié. Il avait la voix de ceux qui savent désamorcer les conflits. « Y a-t-il un problème ici » demanda-t-il. Sophie répondit aussitôt, avec l'assurance de celle qui croit avoir respecté la procédure. La cliente a présenté un chèque très inhabituel. Montant élevé, papier et code non conforme. J'ai suivi le protocole et procédé à sa destruction. Lambert acquiesça lentement, comme s'il approuvait. Il ne demanda pas la version de Marguerite. Il se tourna vers elle avec cette neutralité que les institutions confondent avec de l'empathie. « Je suis navré pour ce désagrément. Il vous faudra contacter l'émetteur. De notre côté, nous ne pouvons rien faire. » Marguerite le fixa. Longuement. Juste assez pour qu'il se sente mal à l'aise. Elle ne contesta rien, ne mentionna pas que le chèque venait directement de la direction des anciens combattants, que le papier était muni d'un filigrane visible uniquement sous UV, qu'il avait traversé 7 niveaux de validation, qu'il portait la signature d'un directeur adjoint. Elle ne dit rien. Elle fit volte-face et quitta la banque. Le soleil brillait. Cette lumière crue de printemps qui donne l'illusion d'honnêteté, même là où elle manque. Elle traversa la place, s'assit sur un banc sous un vieux jacaranda en fleurs. Les pétales violets tombaient en silence. De son sac, elle sortit un vieux téléphone à clapet. L'écran était fendu, le plastique poli par les ans. Elle fit défiler sa courte liste de contacts. Vers le bas, un nom. Général Lionel Harcourt. Ancien chef d'état-major, désormais directeur adjoint du Trésor. Des années auparavant, dans un couloir d'hôpital après un enterrement militaire, il lui avait serré la main. « Si un jour le système t'écrase malgré tout ce que tu as donné, appelle-moi. » Elle appuya sur le bouton. La ligne décrocha presque aussitôt. « Trésor public, bureau du directeur adjoint. Que puis-je pour vous? Ici l'adjudant-chef, Marguerite Bernard, retraité. Je dois parler d'urgence au directeur Harcourt. Code d'identification Alpha Delta Sept. » Silence. Puis, un instant. Quelques secondes plus tard, la voix grave de Harcourt résonna. « Marguerite? Que s'est-il passé ?» Elle lui raconta, avec précision, sans élever la voix. Quand elle eut terminé, il souffla lentement. « Cette banque vient de faire une très grosse erreur. Ne bouge pas. Je te rappelle dans 10 minutes. » Elle ferma le téléphone, le plaça sur ses genoux. Le vent fit bruisser les feuilles du jacaranda. Au loin, des ouvriers riaient autour d'un food truck. 8 minutes plus tard, 2 berlines noires s'arrêtèrent devant la banque. Pas de gyrophare, pas de sirène. 2 agents entrèrent calmement. 2 autres restèrent dehors, immobiles. À l'intérieur, Sophie entamait une explication quand une femme en tailleur s'approcha. « Sophie Martin ? Je suis l'agent Valérie Renaud, contrôle bancaire. Voici l'agent Dubois, inspection du Trésor. Nous procédons à un audit d'urgence. » Le badge brilla brièvement. Sophie pâlit. « Vous allez suivre l'agent Dubois. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais l'enquête est formelle. » Sophie obéit, tremblante. François Lambert tenta une défense maladroite. Surcharge, stress, intuition. L'agent Renaud répondit froidement. « L'intuition ne remplace pas les vérifications obligatoires. Ce que vous appelez procédure, c'est de la discrimination travestie. » L'audit dura l'après-midi. Les stores furent baissés. Sophie ressortit par la porte arrière, un carton sous le bras. Le directeur suivit, mâchoire crispée. 1 heure plus tard, une chargée RH arriva, chemise impeccable, bloc-notes en main. Marguerite les observa depuis son banc, buvant un verre d'eau. Personne ne lui proposa de chaise. Quand elle se leva, elle ne se retourna pas.
Elle quitta les lieux comme on visite une tombe. 2 rues plus loin, au centre des anciens combattants, elle demanda à imprimer un document. Le jeune homme à l'accueil la connaissait. 5 ans qu'elle venait vérifier son dossier. Toujours la même discrétion, la même ténacité. Il ne posa pas de questions. Il savait que certaines batailles se menaient en silence. Il glissa une feuille blanche dans l'imprimante, puis s'écarta, laissant la vieille femme au geste précis imprimer ce qu'elle avait écrit à la main, lentement, durant des semaines de nuit blanche. C'était une déclaration d'une page. Fait daté, non masqué, ton juridique. Signé. Titre. Pourquoi nous continuons à surveiller ceux qui surveillent? Pas de plainte, pas de vengeance, juste un constat implacable, une mémoire gravée à l'encre froide. Une histoire étouffée trop longtemps qui refusait de mourir. Un cri dans une enveloppe. Elle la posta. Pas à un journal, pas à un avocat, à un centre d'archives civiques à Rennes. Là où les histoires ne s'effacent pas, là où les noms oubliés retrouvent leur poids, là où l'on croit encore à la mémoire comme acte de justice. Le cachet de la poste fit foi. Un petit claque sec, presque solennel, marqua l'instant. La boîte aux lettres grinça comme si elle comprenait. Comme si le métal rouillé, témoin de tant de lettres anodines, sentait que celle-ci portait un poids particulier, une vérité qui avait attendu trop longtemps. Puis le battant retomba avec un bruit sourd, un point final que seule l'histoire allait rouvrir. Sur le chemin du retour, elle n'avait pas le pas pressé. Chaque trottoir, chaque panneau tagué, chaque haie mal taillée semblait lui laisser la voie libre, comme si la ville elle-même s'était inclinée devant l'acte accompli. Elle croisa un couple qui discutait fort, des enfants qui jouaient au ballon, un homme qui fumait devant un bar fermé. Personne ne la remarqua. Et pourtant, elle marchait comme si elle sortait d'une guerre, fatiguée mais entière. Dans le bus, un adolescent s'était levé sans qu'elle le demande. Elle avait pris sa place, un peu surprise. Il avait détourné le regard, mais elle l'avait remercié quand même. Il avait hoché la tête, gêné. Peut-être savait-il, lui aussi au fond, que certaines personnes méritent plus qu'un siège, qu'elles méritent qu'on se souvienne. Le soir, elle mangea sa soupe, assise dans la cuisine étroite de son appartement HLM, le chauffage ronronnant pour la première fois depuis 3 ans. Le bruit du radiateur n'était pas tout à fait régulier. Un petit cliquetis par moment, comme un cœur hésitant à redémarrer. Une chaleur nouvelle, discrète, mais persistante. Pas une chaleur de luxe, une chaleur de dignité. Le virement était passé, arriéré, intérêt, réparation. Pas une fortune, non. Mais assez pour que le frigo arrête de faire ce drôle de bruit. Pour que le facteur ne l'ignore plus. Pour que l'infirmière municipale l'appelle par son nom et non par son numéro de dossier. Une reconnaissance officielle d'un préjudice autrefois nié, minimisé, classé sans suite. On l'avait traitée de menteuse, d'affabulatrice. On lui avait dit que c'était ancien, que ça ne valait plus la peine, qu'il fallait tourner la page. Elle ne l'avait jamais tournée. Elle l'avait relue, soulignée, annotée, jusqu'à ce qu'on accepte enfin de la relier au reste du livre. Une ligne comptable qui pesait des tonnes d'années volées. Sa fille appela de Marseille. Une voix fragile, chargée de sel et de mémoire. « Maman, c'est vrai ?»« Oui. » Silence. Je le savais. Mais Marguerite ne répondit pas. Parce qu'une part d'elle, non, ne le savait pas. Pas vraiment. Pas après tant d'années à douter de ce qu'elle avait vu, à craindre que sa vérité soit trop nue, trop vieille, trop féminine pour compter. Ce qui comptait, ce n'était pas l'argent. C'était le visage de Sophie, sa petite fille. Quand la justice entra en costume sombre dans la salle d'audience, grave, droite, inébranlable. C'étaient les yeux ouverts de l'enfant, qui avait vu que le monde pouvait parfois recoller les morceaux. C'était aussi le regard du juge qui, sans sourire, avait hoché la tête vers elle. Ce n'était pas un geste de politesse, c'était une révérence muette, une reconnaissance. Et c'était surtout quelqu'un, quelque part, dans une administration, dans une salle d'archives, qui disait en apposant une signature: nous avions tort. Et qui, pour une fois, le pensait. Dans un bureau feutré d'une banque régionale, une nouvelle diapositive fut ajoutée à la formation du personnel. Le respect ne se gagne pas, il est dû. En bas, une photo floue d'une femme âgée, manteau bleu, regard droit, non masqué. Mais l'histoire y était, et elle ne serait pas oubliée. Les semaines passèrent. Marguerite reprit ses promenades. Elle acheta un manteau neuf.
Offrit une boussole à Sophie, avec une note. Suis toujours le nord de ta conscience. À la bibliothèque municipale, elle donna des livres à noter. Dans la marge, des dates, des noms, des questions sans réponse. Puis un matin, elle reçut une lettre. Papier à en-tête. Réception confirmée. Intégration de son témoignage dans les archives nationales, catégorie témoignage réparateur. Elle relut la phrase 3 fois. À la fin, une main tremblante écrivit au stylo rouge « Merci pour votre courage. Votre dossier servira de base à une réforme en cours. » Elle reposa la lettre. Un chat errant miaula sous sa fenêtre. Elle ouvrit. Il entra. Elle ne le chassa pas. Mais ce ne fut pas la fin. Une enquête fut ouverte sur plusieurs cas similaires. Les médias flairèrent une affaire. Des caméras furent vues près de chez elle. Elle n'ouvrit à personne, pas même quand ils laissèrent des cartes dans sa boîte. Elle n'avait pas besoin d'être vue. Elle voulait que son acte soit ce qui reste, pas son image. Et pourtant, un jour de mars, un fonctionnaire sonna. Jeune, essoufflé, il tenait une boîte. « Madame Lemoine, ceci vous appartient. » Elle haussa un sourcil. Il ajouta plus bas « C'est la médaille, celle qu'on vous avait refusée en 1973. Elle porte votre nom cette fois, et votre grade. » Elle prit la boîte, ne l'ouvrit pas encore. Cette nuit-là, elle rêva. Pas d'archives, pas de justice. Elle rêva du jour où elle avait 20 ans, debout dans la boue, dossier en main, refus en poche, et d'une voix qui disait enfin « Nous savons ce que vous avez fait. » Et cela compte. Elle se réveilla en larmes. Un mois plus tard, une plaque fut apposée discrètement au centre des anciens combattants, en hommage à celles qu'on n'a pas crues, mais qui ont tenu bon. En dessous, son nom, en toutes lettres cette fois. Et quand, un matin d'été, son fauteuil resta vide au centre, personne ne dit « elle est morte ». On dit « elle a terminé son devoir ». Et ce jour-là, une tempête soudaine s'abattit sur la ville. Le genre de tempête qui emporte les feuilles mortes. Fait jamais les graines oubliées.